Aujourd'hui, je suis heureuse de te présenter la première partie de mon entretien avec Ingrid Baillot dans le cadre de notre série spéciale Le nid évolué. Notre objectif, c'est d'approfondir notre compréhension de l'environnement de soins autour du mammifère humain. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vivement à aller explorer les autres composantes de cette théorie élaborée par Darshan Narvaez que j'ai pu explorer à travers deux autres entretiens avec Malika Morisset-Bonaparte et Marie-Claude Lacerte. Alors qu'on s'est d'abord penché sur l'importance d'une expérience périnatale apaisante et de l'importance de pratiques parentales qui mettent de l'avant le toucher bienveillant, cette fois-ci, on va aborder l'allaitement à la demande avec Ingrid Baillot, une sommité dans le domaine de l'allaitement basée sur une approche anthropologique. Je suis Elisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. J'ai appris à la dure qu'il faut toujours partir l'enregistrement un peu plus tôt quand on a un invité de podcast parce qu'il y a vraiment des perles qui viennent se glisser dans nos échanges lors de l'introduction puis la conclusion, puis souvent elles sont perdues pour les auditeurs. Mais cette fois-ci, l'expérience est rentrée puis j'ai parti l'enregistrement avant même qu'on ait commencé à parler. Et ça s'est avéré important pour moi cette fois-ci de formuler une intention pour qu'on puisse vraiment avoir un objectif clair par rapport à l'entretien qu'on allait avoir ensemble. Et ce que j'ai pu formuler, c'est que pour moi, l'important, c'était vraiment d'aider ma communauté d'auditeurs à saisir toute l'importance et toute l'ingéniosité de l'allaitement. Parce que, tu sais, on répète souvent aux familles qu'elles devraient avoir le choix concernant les différentes pratiques de parentage qu'elles choisissent donc d'adopter ou pas en famille, dont l'allaitement. Mais tu sais, pour faire un réel choix, je pense que celui-ci doit être éclairé. Parce que oui, on peut faire des choix, mais nos choix ont des impacts sur nos enfants puis sur nos familles. Voici ce qu'Ingrid avait à répondre. Pour moi, le choix éclairé, c'est pas tellement est-ce qu'on allait ou non, c'est est-ce qu'on a ou pas un enfant. D'abord, c'est quoi un bébé humain? C'est quoi un bébé humain? Parce que ça va changer la vie. Ouais. On dirait qu'il y a pour le moment une sorte de scission entre d'un côté les parents qui disent on ne va pas trop compliquer la vie, on va lui donner le biberon, on va le mettre dormir dans sa chambre, et de l'autre côté les parents maternants qui vont se dire ça va nous bouleverser au complet, on va l'allaiter, on va se dévouer à lui. Mais avoir un bébé, accueillir un bébé humain immature qui a besoin des bras, qu'il soit allaité ou non, ça change la vie de tout le monde. Alors le choix éclairé, c'est d'abord est-ce qu'on fait ou pas un enfant, parce que ça va changer la vie et que pour 5 ans, on est avec un être immature qui va avoir des réactions très explosives, très fortes, un cerveau émotionnel pas mature, un néocortex qui est pas prêt à rationaliser quoi que ce soit et qu'on va l'accompagner là-dedans et qu'il soit allaité ou non, qu'il soit allaité 1 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Alors c'est sûr que sur le plan biologique de l'alimentation, de la qualité de l'alimentation, c'est clair que le lait maternel c'est ce qui correspond à la croissance et à l'évolution de l'être humain. Ça évidemment, ça on peut documenter, il y a plein de bouquins là-dessus, mais j'ai toujours l'impression qu'on fait de l'allaitement une façon d'alimenter le bébé, alors que c'est un geste qui inclut un investissement parental énorme des deux parents, mais que cet investissement, si on le regarde bien, il concerne les parents qui vont donner le biberon aussi. Donc la première des choses, c'est quoi un bébé sapiens? Est-ce qu'on choisit de bouleverser et de changer notre façon de vivre pour être parent d'un enfant, un 0,5 ans, c'est costaud quoi.
C'est très immature, un bébé. Un bébé, puis un bambin, puis un petit enfant, puis la phase d'opposition, puis l'enfant de 4 ans, les nuits entrecoupées. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, le maternage, le paternage, l'éducation, ça concerne tous les parents et ça prend ça prend énormément de temps. C'est surtout chez les tout petits, quoi. Chez les tout petits, le temps passé avec eux est non négociable. Ils en ont absolument besoin. Il ne s'agit pas de se dire à 1 mois et demi, je retourne travailler. Non, non, ils ont besoin de beaucoup plus que ça. Je pense que vous avez vraiment une vision holistique, tu sais, du maternage, de la parentalité, puis je pense que ça fait des années que vous baignez là-dedans. Puis c'est pas tous les parents qui ont créé ces ponts-là. Puis j'ai adoré parce que quand je vous ai contacté pour qu'on fasse l'entretien, vous m'avez dit on peut pas juste parler de l'allaitement. Pour vous, c'est rendu une évidence, tu sais, vous l'avez intégré. Mais je pense que ça peut être intéressant justement à travers l'épisode Oui. de créer ces ponts-là. Ingrid Baillot, vous êtes une sage-femme de formation belge et vous êtes formatrice et auteure du livre Le 4e trimestre de la grossesse. Vous êtes diplômée femme en Belgique, comme je le disais, en 1981 Oui. et vous êtes formatrice en périnatalité et en allaitement depuis 91. Oui. Vous avez obtenu en 2003 un diplôme universitaire en lactation humaine et allaitement à la faculté de médecine de Grenoble et vous assurez depuis des formations en Europe francophone et au Québec là, où vous résidez depuis 96. S'il y avait une reine de l'allaitement et du 4e trimestre de la grossesse, je crois bien que ce serait vous. Alors merci de me faire l'honneur d'être là. Donc, je vous reçois dans le cadre d'une série bien spécifique dans laquelle on va chercher à comprendre le système de soins que notre espèce a développé pour optimiser son épanouissement. Et Darshan Narvaez, elle a relevé 9 composantes cruciales pour le bon développement du jeune enfant humain. Et c'est vous que j'ai choisi donc pour explorer la deuxième composante qui est l'allaitement à la demande. Selon Narvaez, l'allaitement à la demande ferait partie intégrante de ce qu'un humain a besoin pour se développer adéquatement dans la vie. Et donc, j'ai envie de vous demander pour commencer, est-ce que ça fait du sens que Narvaez place l'allaitement comme un des fondamentaux concernant le bon déploiement d'un humain? Et est-ce que vous pensez que c'est un peu exagéré d'avancer ça? Je vais séparer 2 niveaux de réflexion. Il y a l'aspect biologique. D'accord? Au niveau biologique, les apports nutritionnels qu'apporte le lait maternel pour le développement du cerveau humain, qui fait quand même une de nos spécificités, un énorme néocortex, oui, ça va aider au développement des neurones, de la myélinisation des neurones. Je ne suis pas très expert en neurosciences, je cite de mémoire 2-3 choses, mais oui, absolument. Sur le plan biologique, oui, absolument. Maintenant, il y a tout le reste autour. Il y a le comportement, il y a les gestes, il y a l'attention à l'enfant. La notion à la demande suppose une proximité avec l'enfant et suppose une observation. Parce que ce mot à la demande a pris des sens différents d'une époque à l'autre. Quand l'expression est revenue dans les années 60, 70, 80, là, les enfants dormaient à l'écart de leurs parents. Puisque on dit ça faisait 5000 ans qu'on mettait les bébés dormir à l'écart de leurs parents, comme dans beaucoup de civilisations sédentaires. Et la seule chose qui nous disait quand l'enfant était réveillé ou pas, ou qu'il appelait ou pas, c'était les pleurs. Donc à la demande est devenu allaitement aux pleurs. Mais attention, est-ce qu'il pleure de faim, de soif, parce qu'il veut être dans les bras, ou est-ce qu'il faut changer sa couche, ou il veut être bercé ou quoi? Alors on s'est mis à développer toutes sortes de méthodes assez délirantes pour savoir s'il a faim ou soif, alors que le lait maternel fait 87% d'eau. Enfin, vous voyez un peu, à partir du moment où on éloigne le bébé, il n'y a plus rien qui a du sens, même les mots les plus physiologiques comme allaitement à la demande. D'accord ? Alors, une fois, si on veut comprendre les comportements adéquats que veut signifier cet auteur-là en termes anthropologiques et développementaux, d'abord dans notre espèce et puis pour chaque individu, pour chaque enfant qui arrive, il faut le penser à partir de la proximité mère-bébé, parent-bébé.
D'accord? On est devant un tout petit, on va commencer par le nouveau-né. Le nouveau-né qui est là, qui s'étire, qui appelle, s'il est dans les bras de la maman, qu'est-ce qu'il demande? Alors on dit il la demande. Tant mieux que les adultes disent s'il veut le sein. D'accord? Mais un tout nouveau-né qui vient d'arriver, il n'a jamais vu un sein de sa vie, il ne sait même pas qu'il doit manger. Comment est-ce qu'il va faire le lien entre finalement la nutrition passive ombilicale par voie ombilicale placentaire qu'il avait, où là il faisait des exercices d'avaler du liquide amniotique, mais il doit transposer ces compétences-là sur un sein. Qu'est-ce qu'il va faire qui va passer de cette alimentation, enfin de cette nutrition passive par voie placentaire à l'alimentation orale participative? Ce sont les repères sensoriels que peut lui donner le corps de sa maman. C'est-à-dire que s'il est proche dans les bras et qu'il sent les odeurs de maman, la voix, c'est mou, c'est rond, c'est chaud, ça sent bon, il est mercé, et là, il y a un endroit sur le corps de maman qui est particulièrement chaud et qui a une odeur qui se rapproche du liquide amniotique, c'est-à-dire la zone aréole-mamelon avec ses glandes à sébum qui vont délivrer une odeur dont la signature aromatique est très proche du liquide amniotique. Ah, c'est là qu'il est mon liquide amniotique. D'ailleurs, bien souvent, un tout nouveau-né, il sent cette odeur-là, il remet les mains devant sa bouche, il est là comme ça. Il cherche son liquide amniotique, il recherche ce qu'il connaît. Et donc, un nouveau-né ne demande pas le sein, il demande la continuité sensorielle transnatale. D'accord? À ce moment-là, on l'approche, comme nous, adultes, on sait qu'il doit manger au sein, on le rapproche du sein, il va sentir ça, il va ouvrir la bouche, il va téter le sein. D'accord? Et donc, c'est les repères sensoriels qui font qu'il passe de cet ensemble de mémoire ou d'empreintes sensorielles qu'il a eues en intra-utérin, ça va lui permettre de transposer ses compétences de succion-déglutition sur le sein. Mais au départ, il ne sait pas que c'est un sein, il ne sait pas qu'il doit téter là. Hein. Et je rappelle que dans la vie intra-utérine, le nouveau-né qui augmente fait un tas d'expériences sensorielles, hein, puisqu'il est porté, il est arrondi, il entend son système auditif se précise et se mature, et il entend la voix de sa mère, de son père, les bruits familiers, les intonations de sa langue maternelle, c'est le cas, c'est vraiment le cas, mais également dès 11 semaines de grossesse, il va avaler du liquide amniotique et il va d'ailleurs faire un bodybuilding de la mâchoire et de la langue. Hein. C'est très impressionnant les mouvements de langue qu'on le voit. Et nous, maintenant, on les connaît parce qu'on les a vus à l'échographie. Hein. Et en fin de grossesse, il peut déglutir jusqu'à 300-500 millilitres de liquide amniotique par petites gorgées successives comme ça. Donc, c'est vous dire à quel point aussi tous ces mouvements vont même participer à la formation du palais. D'accord, on se demande parfois comment ça se fait que le bébé qui ne mange rien en intra-utérin a des selles qu'il va faire d'ailleurs, hein, le fameux méconium, ces selles noires collantes du début. Mais c'est la digestion des litres et des litres de liquide amniotique qu'il a avalé. Alors comme il n'y a pas beaucoup de fibres, ça se compacte dans l'ampoule rectale et il va éliminer ça dans les premiers jours. Hein. Mais c'est quand même 1 millilitre par jour, c'est pas mal quand même. D'accord. Alors, donc, je veux dire, déjà, le tout nouveau-né mammifère est programmé pour retrouver le mou, le rond, le chaud à sa maman, et j'aime le débit. Je veux du débit. Je veux de la déglutition. Et c'est ça qu'il cherche. Donc, il faut comprendre que pour un nouveau-né, à la demande, c'est la continuité sensorielle transnatale. Alors, il va expérimenter ça parce qu'il est en proximité avec sa maman. En soi, c'est pas original. Hein. Ces mécanismes, ces automatismes comportementaux existent depuis les mammifères. Hein. Les mammifères, les primates, les hominidés, nous humains ici, on s'insère dans une histoire évolutive. Hein. Ce qui marche dans les espèces précédentes, on a gardé, hein, on n'a pas réinventé la roue. Quoi. Déjà qu'on a inventé le néocortex, ça va. En fait, hein, le reste fonctionne depuis longtemps. Si vous voyez une mère chatte ou une mère chienne accoucher, elle va pousser le petit vers la zone des mamelles. Et le petit, il va par là parce que c'est particulièrement chaud et olfactivement attractif. Et notre bébé font la même chose. Hein. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Parce qu'on l'a empêché de le faire pendant des milliers d'années. L'accouchement s'est socialisé, et alors on a voulu purifier le bébé, on a voulu le laver, on a voulu lui mettre des vêtements, on a voulu, au lieu de le laisser avec sa mère, quoi, de le sécher. Enfin, on le met sur sa mère, on le sèche. Bon, maintenant c'est ce qui se fait. Hein. Moi, j'ai envie de me demander, moi, Elisabeth, 31 ans, le fait que j'ai été allaitée ou pas,
selon vous, est-ce que ça a un impact sur qui je suis devenue aujourd'hui? Alors, sur le développement du cerveau à la base, dans les 0-3 ans, oui, sûrement. Maintenant, il y a tellement d'autres choses qui interviennent dans le développement d'un individu à travers son éducation, ses rencontres, ses goûts, les personnes qu'il va rencontrer, les événements politiques. Vous mettez un enfant à l'été 2 ans au Rwanda et puis il y a les grands massacres. Ouais. Bon, l'allaitement aura quel impact, je sais. C'est très difficile à évaluer à long terme. Mais on sait, par exemple, que sur le plan biologique, à long terme, il y a une influence, je cite de mémoire, sur les maladies cardiaques, sur le bon vieillissement du cerveau, sur le risque de diabète, etc. Mais ce sont des notions statistiques. Alors, le ramener à vous, Elisabeth, c'est pas possible. Tout le monde connaît des enfants à l'été 3 ans qui ont des otites à répétition. Et c'est ça qui est très difficile dans tout ce qui est la biologie du lait maternel, c'est qu'il s'agit de statistiques de santé publique, alors que les gens réfléchissent, et c'est normal, à partir de leur vie personnelle. D'accord. Donc, moi, j'ai été allaitée 3 semaines. J'ai l'impression que mon cerveau fonctionne bien, mais il y a eu tellement d'autres choses, alors que d'autres personnes qui ont été allaitées 2 ans, enfin... J'en connais une avec qui je discute de temps en temps. Je me dis qu'elle ferait bien le dire un peu plus. Non, mais la lecture, la passion, avoir trouvé sa voie, entretenir son cerveau, continuer à être impliqué, ça aussi, ça a un impact énorme. Oui, c'est ça. C'est vraiment complexe c'est très complexe, d'identifier l'impact. Mais tu sais, en lisant le livre de Narvaez, à un moment donné, elle parlait qu'il y aurait une corrélation entre l'allaitement prolongé puis un meilleur QI. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Absolument. Oui, absolument. Oui. Moi, j'ai trouvé ça étonnant. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Simplement, le QI dépend aussi de tellement de choses. Mais c'est vrai que quand on prend des grosses populations et qu'on voit comment, statistiquement, dans des populations, mais il faut beaucoup d'individus pour pouvoir prendre des choses comme ça. Et alors... Dire à une maman, si vous n'allaitez pas, votre bébé aura un moindre QI, ça n'a aucun sens. Non, absolument. Ça n'a aucun sens. Ce sont des notions de santé publique. Donc, ça doit, pour moi, les notions de santé publique, ces grandes statistiques doivent faire pression sur les gouvernements, sur les ministères de la Santé, sur les... Il faut que toute femme qui décide d'allaiter ait les services qui correspondent à ses besoins. Et pas qu'elle se dise, mon Dieu, parce qu'elle n'a pas reçu les services, parce qu'elle n'a pas reçu les informations correctes, à un moment donné, elle passe à l'allaitement mixte et puis à l'allaitement parce que l'allaitement va s'arrêter, etc. Et là, elle est complètement désespérée parce que son enfant va être idiot. Vous voyez, il faut être très prudent avec ces notions-là parce que ce n'est pas avec ça qu'on va soutenir l'allaitement auprès des populations. Enfin, je veux dire qu'on va soutenir l'allaitement ou vendre l'allaitement et puis faire en sorte que les bébés soient allaités longtemps. Ce qui va aider les femmes à allaiter dans un allaitement non écourté, donc un allaitement normal de 6 mois et autant d'années qu'elles veulent après. Parce que chez les sapiens, on allaitait longtemps. Si on en juge d'après les dents des adultes qu'on a pu retrouver après, c'était des allaitements quand même de 3, 4, 5, 6 ans, selon les endroits. Oui, c'était beaucoup plus long que ce qu'on pense maintenant. Voilà, ça aide. J'avais fait mon mémoire sur le cancer du sein, allaitement et cancer du sein. Pour la maman qui allaite, par exemple, eh bien, on était mon mémoire à 20 ans maintenant, donc on a certainement une amélioration, mais j'avais par année d'allaitement exclusif ou non, on avait un risque de 4% de risque de cancer du sein en moins en préménopause, qui sont les plus méchants, qui sont ceux qui vont le plus vite. Alors, mais faire du sport au moins 3 à 5 fois par semaine, diminuer de 25% le risque. Avoir un poids santé, diminuer de 25% le risque. Alors, quand on donne une statistique comme ça, il faut mettre tout le reste. Et une relation affective riche augmente le QI des enfants. Un enfant qui aime son institutrice ou son instituteur va cartonner à l'école beaucoup plus que celui qui ne l'aime pas. Vous voyez, alors... Souvent, mettons, le parent qui va choisir d'allaiter longtemps va aussi intégrer d'autres pratiques de parentalité proximale. Fait que ça aussi, ça peut impliquer. J'ai vraiment l'impression que, comme vous dites, que c'est extrêmement complexe. Oui, c'est complexe. J'avais quand même eu, quand j'ai fait mon DU, une étude qui nous avait été rapportée, qui était très intéressante. Il s'agissait de prématurés
Ils avaient pris tous des prématurés qui ont reçu du lait maternel de banque de lait, hein, d'accord, et puis qui n'étaient pas allaités ensuite par leurs parents. D'accord. Donc, ils reçoivent pendant leur séjour en néonat, ils reçoivent du lait maternel d'une banque de lait. Après, ils passent au biberon, préparation commerciale avec les parents. Eh bien, ils ont pris donc les deux corps dans un hôpital, enfin, des bébés parce que c'est pas toujours disponible. Tous ceux qui avaient reçu du lait maternel pendant leur période prématurité, même s'ils n'étaient pas allaités, après, ils avaient une meilleure santé que les autres, que ceux qui n'en avaient pas reçu, qui avaient reçu uniquement. Or là, on a exclu l'aspect parentalité, attention parentale, etc. C'était tous des bébés au biberon par la suite. OK. Intéressant. Donc, c'est quand même intéressant. Bon, maintenant, on va dire, oui, mais il s'agit de prématurer une période particulièrement sensible du développement. Ouais, mais les 3 premières années, c'est la période sensible du développement. Hein, voilà. Pour présenter sa deuxième composante, Narvaez, elle ne s'est pas contentée de parler simplement d'allaitement. Elle parle d'allaitement à la demande. Selon elle, soumettre un bébé à un horaire adapté aux besoins d'un monde adulte ne suivrait pas les rythmes de la nature. J'ai demandé à Ingrid si elle avait autre chose à ajouter par rapport à cet aspect spécifique du à la demande. Je vous ai parlé du nouveau-né, d'accord, donc qui arrive avec ses mémoires sensorielles de la vie intra-utérine et qui vont influencer ses comportements de recherche de proximité, et puis quand il va sentir une odeur qui lui rappelle le liquide amniotique, il va avoir des comportements alimentaires et il va se mettre au sein et téter le sein. Alors, toute expérience répétée plusieurs fois crée une mémorisation durant le sommeil qui suit. Puisque durant le sommeil, il y a 2 sortes de sommeil, le sommeil calme, le sommeil agité. En gros, le sommeil calme, il grandit. En sommeil agité, il intègre, il retient, il mémorise, il crée des neurones, etc., etc. Très grossièrement, hein, ça va. Donc ça, c'est en gros, quoi. Donc, il expérimente cela, il dort, il mémorise plusieurs fois. Donc, ça veut dire que la demande va évoluer. Cette demande qui était une demande non sélective de proximité globale, et ça va devenir le sein, ça va devenir une demande du sein. Et c'est ça qu'alors on voit des bébés de 2, 3, 4 semaines, ils voient leur maman, ils rentrent en transe, et comme disent les mamans, ils me regardent comme sa boîte à lunch. Pourquoi ? Parce qu'il a associé maman avec un ensemble de sensations qu'il peut recevoir dans son corps, parce que c'est la succion, c'est la déglutition, mais c'est aussi la chaleur, les odeurs, le regard, les caresses, le langage que la maman, parce que les mamans parlent à leur bébé, hein, et alors c'est tout ce bien-être. Il y a aussi que quand il tète, il fabrique des endorphines. Donc, en fait, c'est l'extase totale, quoi. Hein, et là, alors, il s'endort comme ça. Je parle de bébé en santé, hein, d'accord. On pourrait parler des autres après. Et alors, il s'endort paisiblement là-dedans et il mémorise tout ça dans son corps, à la fois dans son corps et dans ses représentations. Donc, il va voir maman et il va associer. Donc, toute mémorisation, toute expérience répétée crée une mémorisation, donc crée une attente, crée une anticipation. Alors ça va dans le sens de l'anticipation joyeuse. Et alors là, les parents disent, il a faim. Bon, il n'y a pas encore vraiment de signes de faim comme nous, adultes, les connaissons, mais une anticipation, hein, et il faut mieux pas le faire attendre, hein, parce que il veut, quoi, hein, ça se voit. Hein, mais c'est joyeux, je veux dire, c'est chouette, l'allaitement arrive, la tétée arrive. Il ne mémorise pas ça, mais c'est dans tout son comportement, c'est comme ça. Hein, mais la mémorisation, anticipation peut aussi aller dans l'autre sens. Hein. Par exemple, des bébés où à l'hôpital, on trouvait qu'il avait un petit poids, on va le mettre au sein aux 3 heures, on le déshabille, on lui met la débarbouillette d'eau froide sur les fesses pour qu'il se réveille, et puis on le met au sein, et puis il hurle, et puis on prend sa tête, on essaye de le ploguer au sein. Bon, ben moi j'ai vu des bébés qui sentent l'odeur du sang et se rétractent en arrière, ne veulent rien savoir. Donc là, il faut vraiment réapprivoiser les proximités, la chaleur, la douceur, les amener près du sein tout doucement, tu sais, pour recréer d'autres expériences, d'autres mémorisations pour qu'ils puissent mettre autre chose sur ces premières expériences qui ont été brutales, quoi. Hein, donc c'est ça, tout ce qui est répété plusieurs fois est mémorisé, donc est anticipé joyeusement ou ou pas. Et je me souviens que dans le livre, Narvaez, elle parlait du fait que le bébé aussi finisse par réussir par lui-même à demander à sa maman d'être nourrie, ça avait un impact aussi sur sa capacité
capacité à sentir qu'il est capable de Oui. faire, il est capable d'obtenir satisfaction à ses besoins. Oui, c'est ça. Et au départ, les réponses sont rapides. Hein. Les parents ne font pas attendre un bébé. Hein. Donc, ça lui montre qu'il a aussi, via cette mémorisation, cette anticipation, cette demande, cette satisfaction de la demande, il a une prise sur sa vie. Hein. Et alors, à contrario, ça vous amène à comprendre pourquoi dans les sociétés où on est plus sur un mode de fonctionnement dominant-dominé, où le bébé est un gêneur, il faut en avoir beaucoup, mais il faut bien les mater, eh bien, on a emmailloté les bébés très serrés, les bras le long du corps, avec une tétine en bouche, et hop, basta, déranger personne, quoi. Et alors, il pleure, bon, ça s'appelle de l'éducation. Vous voyez, et donc là, c'est vraiment exactement l'inverse. Mais simplement, quand on parle d'allaitement à la demande, il faut comprendre la demande du nouveau-né, que cette demande va évoluer vers quelque chose d'anticipé, de demander donc dans une relation. Et là, on voit très bien au cours des premières semaines le passage de l'allaitement au signe qu'il est prêt à téter. Il reproduit les gestes de la vie intra-utérine. Les parents comprennent, on l'approche de la zone aréole mamelon auprès du sein, et le bébé qui fait vraiment une demande, quoi. Tu sais, c'est vraiment, il monte comme ça, et chaque bébé a ses petites chorégraphies selon son tempérament. Hein. Il y en a qui vont se coller, il y en a qui vont frotter leur nez, il y en a qui vont regarder d'un air furieux, et alors quoi, ça vient, oui. Ils ont tous leur tempérament, leur façon de demander. Hein, et voilà. Et alors, c'est la demande, ça c'est le passage de l'allaitement au signe qu'il est prêt à téter du tout petit, à l'allaitement à la demande, avec l'enfant qui sait ce qu'il demande exactement, quoi. Ça devient plus précis. Hein. Mais pour un bébé, je suis absolument persuadée que pour le bébé, le sein n'est pas un truc à part, c'est un ensemble encore. Parce que je me souviens, vous savez, quand on observe des bébés qui parlent déjà et qui sont au sein, je me souviens de ma petite fille qui est au sein de ma fille, donc je rentre dans la pièce et elle me voit, elle lâche le sein, elle me dit « coucou », voilà, et puis elle reprend le sein et elle voit le lait couler. Oh! Et elle montre avec son doigt. Elle a l'air toute étonnée de voir du lait couler. Donc, vous voyez, il y avait une conceptualisation. Nous, adultes, on conceptualise le lait, l'aliment qui passe dans le lait. Eh bien, non, pour elle, c'est une forme de super câlin qui englobe tout ça. Elle n'avait pas isolé. Et d'ailleurs, ça l'a étonnée de voir le lait couler. Vous voyez, oui. C'est tellement intéressant. C'est la première fois que quelqu'un le verbalise comme ça. Ouais. Mais ça fait tellement de sens. Oui, c'est un tout. C'est un tout. C'est ça. Et c'est ça que quand on dit « Ah, je dois m'en aller, je t'ai mis du lait maternel dans un biberon. » Ça va lui plaire. Ça n'a rien à voir. C'est ça, l'expérience sensorielle qui vient avec la proximité du corps n'est plus là. Non, c'est ça exactement. Justement, là, on réduit vraiment l'allaitement à l'aspect nutritionnel. C'est ça, oui. Et alors, est-ce que je peux encore parler d'une troisième évolution de la demande? Oui, allez-y. La demande différée. C'est que l'enfant grandit, les contextes changent, il a 4, 5, 6 mois, vous savez, la maman essaye toujours de répondre rapidement, mais le quotidien va la rattraper à un moment donné. Bon, à un moment donné, elle sera sous la douche parce qu'elle dit « Ah, ça va, il dort, j'ai le temps de me laver les cheveux. » Enfin, je donne cet exemple-là parce qu'il est classique. Et puis, quand on a la tête pleine de shampoing, il appelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je peux pas donner à la demande tout de suite. Mon pauvre bébé, je vais le traumatiser. Ça va être la catastrophe. Bon, non. Attention, on peut aussi se dire, il a reçu de manière rapide, il a construit sa sécurité affective. Je vais lui donner une réponse immédiate mais partielle. Mon petit cœur, je t'ai entendu. Je suis sous la douche là, j'arrive. D'accord. Il y a une réponse immédiate qui n'est pas la réponse qu'il attendait, mais elle est immédiate. Ça, c'est le plus important. Il n'est pas tout seul. Et il peut s'imaginer la réponse complète. Sa maman répond, elle n'est pas loin, ça va. La première fois, ça va peut-être le stresser. Tu sais, il va se dire, mais comment ça se fait qu'elle n'arrive pas? Et là, à ce moment-là, la sécurité intérieure de la maman qui se dit, je lui ai donné tout ça, il est capable d'attendre quelques minutes, le temps moins que je me rince et que je m'enveloppe dans ma serviette, hein, et que la maman arrive calmement. Ça va donner à l'enfant la couleur émotionnelle de cet épisode qui est l'allaitement à la demande, mais avec un petit délai entre la demande et la satisfaction complète de la demande. Mais il y a une réponse immédiate. Et ça... C'est comme si cette étape-là, en fait, elle est possible et saine parce que la mère, dans les premières étapes, a été vraiment dans la réponse immédiate. C'est ça.
vraiment attendu par le bébé, là. Oui. Alors qu'il y a encore 2 générations, on disait: «Il faut pas lui répondre tout de suite et le mettre sur horaire tout de suite pour l'habituer, pour l'éduquer» et c'est un faux calcul. C'est en répondant rapidement dès le départ qu'on va pouvoir répondre rapidement mais partiellement. Donc c'est pas passer du oui au non, c'est passer du oui tout de suite au oui j'arrive. Mais on demande un petit délai à l'enfant. Et ces petits délais sont très importants pour l'enfant pour apprendre que c'est d'abord le développement de l'imagination. Il va être obligé pour rester assuré, d'abord d'avoir reçu, hein, et puis avec la réponse partielle de créer dans sa tête la réponse totale. La réponse Oui. pour avoir un petit peu de temps d'attendre et ça c'est le début de ça va lui permettre de se socialiser par la suite, hein. On doit tout le temps attendre, on doit tout le temps négocier avec nos besoins immédiats et ne pas être dans l'impulsivité. Mais bon, je vous dis les premières fois, alors toujours les mamans me demandent oui, mais à quel âge est-ce qu'il faut commencer? Comme s'il y avait des règles comme ça. Je dis la première fois que ça vous arrivera, ça vous prendra de court. Vous êtes sur l'autoroute et vous pouvez pas vous arrêter. Et il faudra que vous ne paniquiez pas. Faire confiance à votre bébé. Et Puis je pense que l'univers, le développement aussi cognitif du bébé, l'expansion de son univers symbolique, si on parle de la permanence de l'objet, à un moment donné, de cette capacité-là que l'enfant a justement de voir même son parent dans sa tête, puis de se dire, OK, bon, j'entends la voix. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Éventuellement, maman va être là, mais ça peut être au départ, ils ne sont pas capables de faire ça. Non. S'ils ne voient pas le parent, ils ne sont pas capables d'être reliés aux parents. Mais c'est même plus que voir. C'est sentir, c'est toucher, c'est sentir l'odeur, c'est très très complet, hein. C'est, en intra-utérin, c'est archi complet quand même. C'est plus que, là, il ne voit pas, mais il perçoit. Et n'oubliez pas qu'un tout petit a une capacité de focalisation à 20 centimètres, hein, pas beaucoup plus. Donc, c'est plus que voir le parent. C'est vraiment le toucher, le sentir. Bon, nous sommes des mammifères, hein. Si on va à l'inverse, là, ben moi, en fait, je suis curieuse de savoir, en ce moment, au Québec, là, dans le paysage de l'allaitement québécois, est-ce que l'aspect à la demande est mis de l'avant? Si, par exemple, je vais à l'hôpital, puis on m'explique un peu, on me donne quelques informations sur l'allaitement, est-ce qu'on va mettre de l'avant l'aspect à la demande? Parce que j'ai entendu des mères dire « Ah, moi, je l'allaite aux 2 heures, puis regarder la montre. Est-ce que c'est une pratique qui est courante maintenant ou c'est plus les sages-femmes qui vont amener cet aspect-là? J'ai absolument aucune idée. Oui. Globalement, oui, hein. C'est quand même dans les... Attendez, je crois que c'est la condition 9 de l'initiative Amis des bébés, donc il y a une certification de qualité des soins. On parle d'allaiter l'enfant à la demande, hein, bien sûr. Et on va vers là. Je peux dire qu'avec 40 ans, plus de 40 ans de recul, quand je vois ce qui se pratiquait quand j'ai commencé à travailler et ce qu'on fait maintenant, c'est beaucoup mieux. D'accord? Donc ça avance. Donc globalement, les bébés à la maternité et quand l'infirmière du CLSC passe, le discours global, c'est à la demande. Ce qui est écrit dans le Mieux Vivre, hein, le Mieux Vivre avec votre enfant, qui est distribué à toutes les mamans, qui est maintenant complètement en ligne, hein, qui est quand même une très très bonne référence. Il l'explique très très bien. Seulement, dès qu'on est stressé, dès qu'il y a stress sur le poids du bébé, sur son terme, par exemple des bébés prétermes et tout ça, ils reviennent à des vieux réflexes comme de le mettre au sein aux 3 heures. Et ça, ou aux 2 heures, enfin, donc les bébés à problème, mais le problème, c'est que on veut les mettre au sein, donc on interrompt une période de sommeil, et on essaie de mettre au sein un bébé qui dort à moitié, qui n'ouvre pas la bouche. Alors, mettre un biberon avec une tétine rigide dans une bouche de bébé, ça marche, mais essayer de ploguer un mamelon mou dans une bouche fermée, ça marche pas. Donc, ça crée des bagarres au sein. J'appelle ça des bagarres au sein, moi. Hein, et c'est contre-productif parce que le bébé perd plus de calories qu'il n'en gagne finalement. Hein, et donc là, il y a une alternative qui est de mieux en mieux connue, c'est de demander à la maman d'exprimer du colostrum. Et de le donner au compte-gouttes ou à la petite tasse ou à la petite cuillère au bébé. D'accord? Donc de plus en plus aussi, je vois des infirmières, des consultantes en lactation qui conseillent à leurs patientes de au moins une fois avoir exprimé du colostrum après 38 semaines de grossesse, juste pour se familiariser au geste. Ça va? Parce qu'il y a pas que les bébés prétermes et de petits poids, il y a également les bébés qui ont eu un accouchement particulièrement compliqué, où il y
aurait eu beaucoup d'analgésiques donnés à la maman, il finit par en passer un petit peu. Je parle pas contre la péri, hein, ici, là, contre la péridurale, c'est pas ça, une femme qui en a besoin, elle en a besoin, mais c'est simplement d'en tenir compte, de savoir que ces bébés-là, dont la maman a reçu 5, 6, 7 réinjections dans la péridurale, il n'y a rien à faire, il y a un petit peu de produits morphiniques qui vont passer dans la circulation maternelle, donc dans le placenta, etc. Et les bébés peuvent être un petit peu moins toniques dans les 24-48 premières heures. Donc on doit en tenir compte. Et alors la croyance de il se réveillera bien quand il aura faim, la croyance qu'il y a un signal faim inconfortable qui réveille le bébé, ça on se leurre complètement. C'est pas vrai, ça n'existe pas. D'accord? Donc pour qu'un bébé se réveille, il faut qu'il ait de l'énergie. Hein, si vous voulez que votre portable passe en mode éveil quand il n'est pas avec son cordon sur le réseau, il faut avoir chargé la batterie avant. Et les nouveau-nés, enfin les bébés en fin de grossesse, chargent leur corps avec des éléments nutritifs. Je veux dire, c'est les glycogènes au niveau du foie, au niveau du cerveau, et c'est les graisses périphériques. Hein, nos bébés sont particulièrement potelés. Hein. Si vous comparez un petit singe, oui, si vous regardez un bébé humain, les bébés sapiens sont les plus grassouillés des bébés mammifères terrestres. Ah oui, c'est ça. Ils sont enrobés. Et ces graisses-là peuvent être mobilisées pour faire des calories, pour lui permettre de se réveiller. Mais évidemment, s'il est très petit, s'il est de petit poids, s'il est préterme, 37-38 semaines, il n'aura pas autant de calories disponibles. Or, notre montée de lait n'a lieu que vers 2-3 jours chez nous. Donc, d'où vient l'énergie d'un nouveau-né ? Des calories du colostrum et des calories qu'il fabrique lui-même en mobilisant ses réserves. C'est quoi la différence de composition entre le colostrum puis le lait maternel qui va venir comme plus tard? Ouf, c'est énorme. Mais là, ah ouais? Oui, c'est dans les alvéoles qui fabriquent le lait est composé de cellules, les lactocytes. Ces lactocytes, pendant la grossesse, se multiplient pour faire des alvéoles productrices de lait. Il y en a 30 à 100 000 par sein, hein, d'accord, c'est microscopique. Mais les jonctions entre les cellules sont pas encore lâches. Donc, durant la grossesse, il y a une sécrétion lactée à minima, parce que la progestérone qui est très haute pendant la grossesse ralentit la sécrétion, l'activité de ces cellules-là, mais elles en font un peu quand même. Une cellule vivante, on ne peut pas l'empêcher de travailler. Donc, il y a une sécrétion lactée qui s'accumule dans les petites poches microscopiques qui sont chacune des alvéoles. Et l'eau et le lactose ressortent. Donc la première des grosses différences entre du colostrum et du lait maternel mature, c'est dans le colostrum, il y a moins d'eau et moins de lactose. Okay. Donc c'est un produit moins sucré, ce qui est très bien pour la mobilisation des réserves. Les graisses, comme vous parliez tantôt. Au cours des premiers jours, comme la progestérone est éliminée, puisque c'est le placenta du fœtus qui fabrique la progestérone depuis le troisième trimestre, le troisième mois de la grossesse, le placenta étant sorti, les taux sanguins de progestérone et d'œstrogène chez la maman chutent, et comme la progestérone chute, la sécrétion au niveau de l'alvéole se débloque. Donc, non seulement il y a une sécrétion qui est augmentée, mais il y a également que les petites cellules, il faudra le montrer avec mes mains là, se rapprochent et le sac ne fuit plus, si vous voulez. Donc, il y a de plus en plus de lait qui est sécrété dans un sac où il n'y a plus de fuite. Et c'est pour ça que la composition du colostrum, classiquement, on la prend à heure X, mais elle évolue tout le temps. Donc, si vous faisiez une analyse à heure 3, heure 10, heure 18, heure 24, vous n'auriez pas la même composition, puisque la sécrétion augmente dans des alvéoles dont les cellules se serrent de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus d'eau et de lactose dans le produit qui est donné au bébé. Avec un manque persistant d'éducation, les préparations pour nourrissons continuent d'être considérées comme l'équivalent du lait maternel dans les croyances populaires. Pourtant, on dit du lait maternel que, contrairement au PCN, il serait vivant. Puis une des principales caractéristiques, c'est qu'il est adaptatif. Alors, le lait maternel est minutieusement adapté et individualisé pour répondre à l'arc de développement spécifique du bébé et à son environnement au moment où il en a de besoin. Et pour moi, cette précision est absolument essentielle. Écoutez bien ça. Grâce aux signaux qui proviennent de la salive du bébé, les seins de la mère vont modifier la composition du lait. Par exemple, en augmentant la teneur en matière grasse pendant les périodes de poussée de croissance
Ils vont aussi générer des anticorps pour se prémunir contre les agents infectieux qui sont présents. Mais c'est pas tout. Le sein va aussi adapter la composition du lait selon le sexe biologique du bébé. Ben ouais, toi chose. Les petits garçons auraient un lait plus riche en graisse et en protéines, donc un lait plus énergétique, tandis que les petites filles obtiendraient de plus grandes quantités de lait. La composition du lait maternel varie aussi au cours de la journée, comme dans le cas des taux de tryptophane. Le tryptophane, là, c'est un acide aminé qui est entre autres lié au cycle veille-sommeil. Certaines hormones présentes dans le lait favorisent donc le sommeil de bébé et d'autres favorisent son éveil. Absolument ingénieux. Fascinant comment c'est beau le corps humain. Ça n'a rien à voir. Ces deux produits qui ont en avant. Les fabricants font ce qu'ils peuvent pour amener un produit de qualité acceptable. Je veux dire acceptable, parce que c'est une industrie, donc l'industrie, c'est faire du fric. C'est dommage. D'ailleurs, qui sont ceux qui font pression sur les fabricants? C'est les personnes qui travaillent dans le domaine d'un allaitement, parce qu'on a parfois besoin d'un supplément pour un bébé allaité. On a besoin d'une nutrition de qualité pour tous les enfants, allaités ou non, et il faudrait par exemple que la législation des fabrications du lait, des préparations commerciales, passe sous des législations beaucoup plus sévères que ce qu'on fait maintenant. Ça devrait être plus sévère, parce que il y aurait moyen de faire quelque chose de meilleure qualité que ce qu'ils font maintenant. On retrouve de temps en temps des microbes, des bactéries. Enfin bon, c'est quand même pas génial, quoi. C'est pas il y aurait moyen de mieux faire. Par exemple, qu'il n'y ait aucun OGM dedans. Ben oui, qu'il n'y ait aucun OGM, que les vaches qui fassent ça soient pas nourries avec... bref, c'est tout un débat. Que les produits soient frais, soient de qualité. Ça, c'est tout le code de commercialisation des substituts du lait maternel. Mais de nouveau, c'est de l'ordre de la santé publique, ça. Pour un parent, une mère, un père qui vont accueillir un bébé, qui se pose la question du choix nutritionnel, oui, la notion de biologie du lait, de composition, d'adéquation à l'espèce va intervenir. Mais il y a énormément de facteurs qui ne sont pas rationnels qui interviennent dans une décision comme ça. Par exemple, qu'est-ce que la maman a raconté? La maman de la maman, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'est-ce qu'elle-même elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a comme mémoire? Qu'est-ce qu'elle a comme confiance dans son corps? Il faut avoir sacrément confiance dans son corps pour accoucher, pour allaiter et pour avoir un bébé. Or, autour de l'accouchement, tout est fait pour que les femmes n'aient pas trop confiance dans leur corps. Je ne parle pas de la culture sage-femme, mais enfin, la culture en général, quoi. Beaucoup de femmes adultes ne sont pas très, très à l'aise avec leur propre corps. On est quand même dans toute notre scolarité dans le corps outil, dans le corps machine, mais pas dans le corps habité. Pas dans le corps investi, je veux dire, oui, il est surinvesti sur le plan esthétique, mais sur le plan extérieur, mais de le vivre soi-même comme une expression de soi, c'est pas. Alors que, bon, voilà, je pense par exemple à une femme qui accouche prématurément, elle a déjà. Elle se dit, oh mon Dieu, j'ai même pas été capable de l'amener jusqu'à terme. Et c'est tout un travail d'être avec elle. Elles savent très bien que le lait maternel, c'est ce qu'il y a mieux. D'ailleurs, ces femmes-là, on insiste beaucoup pour qu'elles tirent leur lait pour donner au bébé, parce que pour un prémat, ça fait une énorme différence. Ça, on le voit très très bien. Donc, il y en a qui vont le faire, mais ça prend un grand accompagnement humain pour qu'elles aient confiance en elles, parce qu'au départ, cette production de lait va commencer tout doucement, parce qu'elle part d'une prolactine beaucoup plus basse. Il faudra faire beaucoup de peau à peau avec son bébé pour qu'elle monte sa prolactine, pour qu'elle fasse plus d'ocytocine. Donc on ne peut pas parler du lait biologique qu'il faut obtenir pour le prématuré sans avoir en même temps une politique d'intégration des parents en néonatologie, de participation aux soins, de cajoler leur bébé, de l'avoir contre eux, de faire connaissance avec lui, d'avoir des moments de regard, de savoir que leur parole aide le bébé à se développer, de dire le prénom du bébé, de lui permettre d'accrocher son petit doigt. Enfin, vous voyez tous ces gestes-là. On ne peut pas isoler la biologie du lait de tout ce qui fait l'humain autour de ce lait-là. Dans l'autre entrevue que j'ai menée, on parlait du portage, du cododo, justement, tout ce rapport à la proximité physique qu'on peut avoir avec notre enfant. J'ai l'impression que pour certaines personnes aussi,
il y a quelque chose de l'ordre de je suis pas à l'aise, Oui, c'est malaisant. oui, oui. C'est quand même fou qu'on en soit venu là. C'est d'être pas à l'aise avec l'intimité, avec le contact physique, ou alors d'être en confusion avec des représentations sexuelles. Vous savez, il y a certaines femmes pour qui une bouche de bébé, là, c'est impensable. Alors elles vont opter pour le tir-allaitement, qui est mieux que le biberon sur le plan biologique, mais qui n'apporte pas toute l'adéquation mère-bébé. Hein. Par exemple, pour avoir l'effet de l'information bactérienne des antigènes du bébé, hein, qui va être informé au sein de la mère, ça, la chrononutrition, tout ça ne fonctionne pas avec le tir-allaitement. Mais c'est mieux, c'est des compromis qu'elles font. Pourquoi elles ont besoin de faire ce compromis? Ben, ça les regarde, c'est leur histoire. C'est toujours voir ça de manière holistique. Et je vous dis, une partie de la gestuelle, de la proximité de l'allaitement, une partie des choix qui sont non rationnels et qui viennent de la... Qui sont très profonds et que parfois, bon, une maman dit non, je le sens pas, je n'ai pas envie, je le vois pas. J'ai un souvenir très précis, hein, quand j'ai travaillé 1 an en néonatologie. D'accord. Et il y avait une maman qui voulait pas avoir son bébé contre elle en néonat, ce qui nous étonnait parce qu'elles étaient très contentes quand on leur permettait. Elle a dit non, 5 minutes. Elle venait le voir 5 minutes, elle lui donnait son petit doigt, mais c'était le maximum. Puis à force d'insister, elle a fini par être d'accord qu'on le fasse. Et mais 1 heure, 5 minutes alors. Hein, elle dit 5 minutes. Non, on ne sort pas prématuré de l'isolette pour 5 minutes. Là, ça le déstabilise beaucoup trop, donc c'est 1 heure. 1 heure minimum. Bon, 58 minutes, top chrono, elle était là, sortez-le de là, quoi, parce qu'elle faisait son temps, quoi. Mais elle était très, très raide quand elle le faisait. Et une fois, c'était à mon tour d'aller chercher le bébé pour le remettre à l'isolette. Et tu sais, je m'assieds à côté d'elle et je dis, je vois, c'est pas évident hein, pour vous de l'avoir comme ça contre vous. C'est juste pour permettre une parole là autour, mais sans jugement, quoi. Elle me dit, oui, c'est très difficile parce que je vois tout ce qui m'a manqué. Oh, mon Dieu, je vois tout ce qui m'a manqué. Je dis, oh, mon dos, la peau. Je dis, ah, mon Dieu, tu sais, juste ça, je laisse. Et elle me dit, oui, chez nous, c'était surtout les coups. Tu sais, la carapace qu'elle a dû se faire pour survivre dans un milieu très rude comme ça, et donner ça à son bébé, ça venait chercher. Et alors là, je lui ai dit, alors, chapeau pour cette heure que vous lui offrez tous les jours. C'est magnifique que vous lui offrez ça. Et là, elle s'est tout à fait détendue, et son bébé aussi. Et son bébé s'est mis en arrière en cherchant son regard, et là, ils ont croisé leur regard. Waouh! C'est vraiment beau et difficile d'offrir aux enfants ce qu'on n'a nous-mêmes pas reçu. Exactement. En tant qu'éducatrice, parfois, je me retrouve à, par exemple, accueillir des enfants dans des émotions, par exemple de la colère. Puis moi, la façon dont j'aurais été accueillie là-dedans, ça aurait été comme calme-toi, va dans ta chambre, puis une fois que ça sera comme revenu, là, tu pourras exister en ma présence. Puis moi, des fois, le fait d'accueillir un enfant dans cet espace-là, ça me fait vivre de l'injustice. C'est l'enfant intérieur qui est présent avec l'éducatrice est toujours là. Et j'ai l'impression que, en tout cas, je ne l'ai jamais vécu, mais je me demande si, quand tu deviens parent, tu ne revisites pas aussi, dans chacune de ces étapes-là, l'enfant que tu as été aussi d'abord. Et il y a des échecs d'allaitement qui peuvent s'expliquer comme ça. Ah, intéressant. C'est tellement dur que pour la maman, parce que, bon, j'ai accompagné pas mal de relactations de mamans qui disaient j'ai pas assez de lait, je veux avoir plus. Et en fait, quand elle commence à avoir confiance en moi, elle se lâche sur beaucoup de choses et que pour elle, le compromis de l'allaitement mixte, on sait très bien que l'allaitement mixte, commencer un allaitement mixte, c'est mettre son allaitement en danger dès le départ. Il faut un allaitement complet. Pour entre 4 et 6 mois, de préférence 6 mois, commencer à diversifier, parce que sinon l'allaitement n'est pas assez solide pour commencer à diminuer le nombre de tétés, la stimulation n'est pas suffisante. Mais pour elle, c'est ce qui va leur permettre de trouver le compromis pour être suffisamment bonne avec ce bébé-là et de donner le meilleur d'elle-même avec tout ce qui crie en dedans et qui n'est pas encore réglé, mais que je leur conseille d'adresser quelque part.
Mm-hmm. Oui, parce que... Absolument. Oui. Donc, vous voyez que... Non, donc, il y a le lait biologique, il y a les comportements autour, il y a qu'est-ce que ça fait résonner en nous. Oh mon Dieu, on arrive ici dans... Et c'est ça qu'il faut jamais oublier quand on travaille dans le domaine de l'allaitement, c'est que la femme, l'homme qu'on a en face de nous ont une histoire. Et que derrière eux, une histoire familiale et une histoire culturelle. S'ils vont dans le maternage proximal et qui donnent plus que ce qu'ils ont reçu, déjà ça va crier en dedans d'eux. Donc il faudra vraiment être là pour écouter ça aussi et leur donner les outils pour dépasser ça. L'autre chose, c'est qu'ils vont être face dans leur famille, s'ils ne l'ont pas reçu, forcément leur famille va les critiquer. D'accord ? Et ça, c'est très difficile parce que le groupe d'appartenance primordial, qui est la tribu de base dans lequel on a grandi, va nous critiquer. Mais tu en fais beaucoup trop, tu vas en faire un enfant gâté, mais lâche-le un peu, tu vas l'allaiter jusqu'au service militaire. C'était... il y a même parfois entre conjoints qui ne sont pas d'accord. Un des deux conjoints trouve que l'autre chouchoute beaucoup trop. Parce que lui a dû se suradapter à un manque affectif. Alors, ça crie beaucoup en eux. Donc, vous voyez, et alors là, sapristi, ça demande de devenir parent, c'est ça aussi. C'est revisiter son histoire, les deux de préférence, et pouvoir en parler et l'adresser quelque part. Merci infiniment d'avoir pris le temps de partager cet entretien-là avec nous. Les échanges comme celui-ci sont vraiment précieux dans notre monde, puis j'espère sincèrement que vous considérez cet épisode-là comme une addition enrichissante à votre collection de discussions marquantes. Les émergents, c'est plus qu'un podcast pour moi, c'est vraiment une passion et je suis absolument ravie de la partager avec vous. Je suis Elisabeth Dufresne, la créatrice du podcast, et je suis extrêmement reconnaissante de votre fidélité, de votre soutien. Je tiens à lancer un énorme merci à mon frère Étienne Dufresne pour notre musique originale et à Florence Rivet pour son talent artistique qui illumine notre couverture. Si cet épisode-là vous a touché ou inspiré, je vous invite à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles sur Apple Podcasts et de plus partager cet épisode-là sur vos réseaux sociaux en me taguant Elisabeth.Dufresne serait une merveilleuse manière de m'encourager à poursuivre cette initiative qui est absolument passionnante. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour poursuivre la conversation avec Ingrid Baillot. Merci encore pour votre écoute et votre engagement. À bientôt.